Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Araka est 127e avec dans le studio Piquet-Coup, c'est-à-dire à la régie plutôt, parce que dans le studio c'est plutôt Jean. Bonjour. Et Roro. Salut à tous. Pour une émission consacrée aujourd'hui, notre Jean nous a concocté une émission sur le plagiat, dans les coulisses de l'écriture. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus du voyage. Et pour une émission consacrée toujours à l'artiste dans la société. Qu'est-ce que c'est que la société d'ailleurs aujourd'hui? L'artiste en dehors de celle-ci, s'il y est le plus souvent possible. L'artiste et l'engagement politique en toc. Là par contre, il n'est pas tout à fait dans le coup. L'artiste et la religion, on en cause. L'artiste et la science, ça nous passe par-dessus. C'est dommage d'ailleurs, parce que il fut un temps où les artistes étaient maqués à la science. L'artiste et l'autorité, on parle de Léonard de Vinci. L'histoire, l'avenir, l'actualité de l'art. Voilà. Alors, vous venez d'écouter Girl from the North Country de Bob Dylan. Et dans la continuité, maintenant, ça sera Donovan, Ballad of Geraldine.
Voilà. Alors en fait, c'est un principe qu'on va, excuse-moi Robert, c'est un principe qu'on va suivre tout au long de l'émission pour l'illustration musicale. La première chanson donc de Bob Dylan datait de 1963 et cette chanson de Donovan, là dont on vient d'écouter un extrait dans la foulée, date de 1965. Donc elle est sortie 2 ans seulement après. Elle est très très pompée, on va le dire comme ça. Sur celle de Dylan, hein, tout le monde aura reconnu cette espèce de communauté entre les deux. Dans la chanson de Donovan, la chanson de Dylan n'est absolument pas créditée, hein. Et ça se passerait sans doute différemment aujourd'hui. Dylan ne s'en est jamais plaint. Il a lui-même d'ailleurs, il a été beaucoup copié, mais il s'est lui-même aussi permis quelques emprunts, voilà, un peu sauvages. Voilà mon Robert. Non, mais ça, en même temps, c'est sans plagiat, il n'y a pas de création. Enfin, la création, on serait vraiment handicapé, je crois. Exactement. C'est vrai que c'est une frontière très ténue, hein. C'est pour ça que notre émission s'appelle Création, Recréation, Plagiat. Tout à fait. Et la frontière entre les trois est mince. Ouais. Parfois mince et même parfois poreuse. Ouais, tant mieux. Sur Radio Libertaire, toujours à Racaille, la 127e, avec Piquet-Coup en régie, Jean. Toujours dans son rôle magistral d'instructeur. Et tout de suite, on va passer à la militude de militance la minute de militance de Mon Mot la Science. Mon Mot la Science qui est à ma gauche et qui va nous poser dans le poste des turpitudes de nos politiques. Oui, mais après l'édito du Monde Libertaire. Absolument. Voilà. L'éditorial du numéro, que je ne vous dise pas de bêtises, parce qu'il est toujours en vente, le numéro 1650. Voilà. Le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste. Faut-il parler de ce qui agite le monde des médias? Nous en sommes. Vous savez bien, ce pays où serait née la démocratie. Alors, je dois rappeler que la démocratie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas née en France, mais plutôt en Angleterre. N'est-ce pas, mon Jean? Tout ce que nous pouvons dire, c'est que quand des grands de ce monde sont d'accord sur un point, c'est en général, et j'ajouterai même en particulier, pas mirobolant pour celles et ceux du monde du travail. On en a en ce moment, alors on en a des exemples tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Dernier avatar, le G20 de Cannes. Déjà faire un G20 à Cannes, pourquoi pas à Pontarlier ou à Pont-à-Mousson. Comme il a été écrit dans la presse quotidienne, l'heure est à l'austérité, mais au rendez-vous des puissants. Le luxe est une banque. Le luxe est une banque et s'affiche en toute liberté. Oui, le luxe et les banques. Bon. Moi, je peux dire, foutre Dieu, que fait la police? Sûr que quand G20 se fera à Maubeuge ou à Pétaouchnok, ça fera moins de barouf. Oui, bien sûr, là, ça dérangera pas les palaces canois. Sinon, pour faire bien dans le décor réel politique, l'ex-Dany Le Rouge, vous savez, Rouge et Noir, ce fameux militant anard des années 60, 70, qui a bien changé depuis, mais c'était dans ses gènes déjà à cette époque-là. Salue l'initiative courageuse de Georges le Grec Diable. Les dernières nouvelles ont dû faire changer de cap. Il change souvent de cap d'ailleurs. On a l'habitude avec l'ancien trublion de mai 68, à part ça, mettre à contribution Arthur Rimbaud, la presse française à belle allure. Non, oui, c'est n'importe quoi. Ouais, Jean me parlait ce matin du Figaro. Vous savez, tu pourras en dire peut-être un mot, parce que ça me rappelle ça. Qualifier l'Europe actuelle de bateau ivre, fallait le faire. Oui, il y a des références, des fois, qui feraient mieux de fermer leur gueule, ces connards, qui n'ont jamais lu probablement Rimbaud, d'ailleurs. Émile Pouget, au-delà des siècles, est toujours présent sur le pavé parisien. En gros, 1500 pompiers professionnels, pas ceux qui sont militaires, ont manifesté jeudi dernier à l'appel de la CGT Sud et CFDT. Ils protestaient contre un accord signé par FO, CFTC, UNSA et CGC. On verra pour les divergences internes du mouvement syndicaliste, mais pour l'heure, la virulence des manifestants, voire il y a quelque temps l'affrontement physique avec les forces de l'ordre, vous met du baume au cœur, voire la survie de l'action directe dans la débandade syndicale actuelle est toujours bon à prendre. Tout ceci nous ramène au problème central. Quand la gauche est au pouvoir, les revendications ouvrières sont à la trappe.
ou disons à l'arrière-plan, mais moi je pense plutôt que c'est à la trappe par l'arrière-plan, ce qui est traduit par Michel Pialou, interviewé par l'Humanité. Au milieu des années 1980, les problèmes du mouvement ouvrier Au milieu des années 1980, les problèmes du mouvement ouvriront. Alors là, je comprends pas très bien là, il doit y avoir une coquille, parce que bon, je zappe, hein, vous oubliez l'Humanité. Et c'est un aveu quasi interne que nombre de militants et de militantes politiques avouent entre quatre yeux. Quand la gauche est au pouvoir, on avale encore plus de couleuvres. Ben oui, c'est pour ça que les anarchistes ne croient pas à une nouvelle société issue des urnes. Oui, c'est ça qu'il fallait dire surtout. Alors, l'Humanité, au milieu des années 1980, les problèmes du mouvement ouvrier étaient rendus invisibles. Voilà, c'est ça. Il y a eu un petit coquille dans le texte. Voilà, c'était l'éditorial du Monde Libertaire qui nous cause du G20, qui nous cause de la décapilotade syndicale et qui nous dit et qui nous répète, comme on le fait dans cette émission chaque fois qu'on le peut, que les urnes, c'est pas de là que sortira une nouvelle société. Bon, Jean. Absolument. Élection. Piège à quoi. Pour reprendre un slogan de mai 68 que Dany a renié. Bah non. Aujourd'hui, mais enfin, c'est bien que la vieillesse est un naufrage, hein, il suffit de nous regarder. Bon. Et puisque tu parlais des médias, une petite revue de presse, hein, un peu moins sérieuse. Le ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, a comparé François Hollande à Babar, le roi des éléphants, dont les histoires endorment les enfants. Ah bah mon premier livre d'enfant, Babar. Oui, en plus. Ouais. Tout le monde, ils vont le payer ça, parce que tout le monde adore Babar. Ah oui. Il y a Babar d'un côté. Et moi, je préfère Astérix, vous voyez. Astérix, c'est celui qui est courageux, celui qui est déterminé, celui qui est protecteur, celui qui sait prendre les décisions. Et puis Sarkozy, il gagne toujours à la fin, a-t-il poursuivi, ce pauvre Luc Châtel. Alors oui. Si je te dis, Robert, à propos des noms d'oiseaux, tu vois, si je te dis le néon ferrois, la JT du Global, le matamor de rire, le petit ventilateur élyséen, le leader Minimo, le petit joueur de flûte de Neuilly, le Caligula au petit pied, le chihuahua surexcité, tu penses à qui? À toi. Non, à toi comme, eh bien, on va pouvoir ajouter à cette belle liste-là que je viens de te faire, Sarkozyx, tu vois, le barde. Moi, je vois plutôt Sarkozyx qu'Astérix. Sarkozyx, ce serait plutôt le barde à la voix criarde, tu sais. Ah, tout à fait. Ouais. Celui qui finit toujours suspendu à un arbre. T'as remarqué? Non? Ah oui, oui. Voilà. Bon, au moins, hein, si Hollande gagne, Angela Merkel ne sera pas trop dépaysée, tu vois. Après Air Blabla qui nous trompe, Air Babar avec sa trompe, tu vois. Bon. La droite qui fait décidément feu de tout bois, hein, puisqu'elle a aussi accusé le candidat socialiste de, je cite la droite, hein, jouer contre la France. Le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, a déclaré que dans un contexte de guerre contre les marchés financiers, chacun devrait choisir son camp. Soit on est du côté de ceux qui se battent matin, midi et soir pour rétablir les finances publiques et faire en sorte que la France conserve son AAA, soit on est défaitiste, on fait comme François Hollande, a-t-il ajouté en critiquant les propos du candidat socialiste, selon lequel les marchés, je sais que tu suis pas ça de très près, mais bon, selon lequel les marchés avaient déjà anticipé une dégradation de la note française sur les marchés obligataires. Alors je note au passage que le maire d'aujourd'hui oublie le maire d'alors, tu vois. Voir les ministres de ce gouvernement se positionner en héros de la lutte contre le capitalisme financier ne manque pas de saveur, j'espère que tu en seras d'accord. Oh, absolument. Tout le monde à part Hollande sait en effet que se coucher devant les marchés et autres prédateurs économiques, tu vois, comme le fait la droite, et en particulier sa composante UMP, c'est jouer pour la France, hein, bien sûr. Et puis je ne résiste pas, oldies but goldies, au plaisir de partager ce court extrait du discours prononcé par Air Blabla à Toulon en septembre 2008. L'autorégulation pour régler tous les problèmes, c'est fini. Le laisser-faire, c'est fini. Le marché qui a toujours raison, c'est fini. Il faut tirer les leçons de la crise pour qu'elles ne se reproduisent pas. Nous venons de passer à 2 doigts de la catastrophe, on ne peut pas prendre le risque de recommencer. Voilà, on sait ce que tout ça est devenu, hein.
Air Blabla, justement, qui a réuni à l'Élysée une task force de jeunes, c'est comme ça qu'il a baptisé son truc, de jeunes élus UMP surmotivés pour sa campagne 2012. Une campagne qui a en fait débuté il y a plus de 4 ans, il y a même 4 ans et demi, pour être précis, et qui a déjà coûté 500 milliards d'euros, sans les intérêts à la collectivité. Alors Robert, stop ou encore? Et puis, puisqu'il faut en donner un petit coup de l'autre côté, après la direction du Parti Socialiste, après les élus du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, ce sont les proches de Jean-Noël Guérini qui lâchent leur patron, mis en cause dans une affaire de marché public frauduleux dans la région de Marseille. On a toujours l'impression que ça peut se passer que là-bas, mais il faut pas généraliser. Ouais. Bon, faut dire quand même que quand la gauche est aussi pourrie, on regrette quand même un petit peu qu'elle ne soit pas de droite. Tu seras d'accord avec moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. C'est machiavélique. C'était All Day and All the Night de The Kings de 1964 et on va poursuivre par Hello I Love You de The Doors en 1968. Alors, à Ray Davies des Kings, des Kings auquel un journaliste demandait pourquoi il n'avait jamais porté plainte contre les Doors, parce que la filiation est quand même évidente. Ray Davies a répondu d'abord parce que j'en ai rien à faire, et ensuite parce que je préfère leur chanson à la nôtre. Voilà. Ah, c'est intéressant. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub.
Piquet-Cou à la régie, Jean à l'instruction publique, et moi, comme agent de liaison, Jean qui va tout de suite nous causer, dans l'oreille et valide, du plagiat ou des plagiats, ou les coulisses de l'écriture par Hélène Morel-Indard. Mon Jean. Absolument, plagiat, les coulisses de l'écriture, plagiat au pluriel, puisqu'elle raconte des tas d'histoires dans ce livre, notamment certaines qu'on va évoquer aujourd'hui. Plagiat, donc les coulisses de l'écriture par Hélène Morel-Indard. Un essai qui a été publié en 2007 par les éditions de La Différence. Hein. Alors l'auteur, c'est ce que j'ai particulièrement apprécié moi dans cet ouvrage, ne tombe jamais hein, dans le procès d'intention et au-delà des cas de falsification ou de contrefaçon, hein, cet auteur donc observe la gestation de l'œuvre et sa divulgation, et c'est bien là que c'est intéressant. Hein. Le mythe du chef-d'œuvre unique et original, créé à partir de rien par un auteur génial, n'est pas mort. Il est même entretenu comme une garantie de succès par un bon nombre d'éditeurs qui érigent sur un piédestal leurs écrivains les plus sûrs. Toute une thématique publicitaire tend à faire croire au lectorat saturé de médias qu'il pourra encore découvrir du nouveau et de l'inédit. Mais l'on vient trop tard. L'illusion du chef-d'œuvre encore inconnu survit, alors même que le livre est devenu un produit de consommation, comme les autres, soumis aux exigences du marché. Concrètement, se multiplient des pratiques d'écriture très éloignées d'un travail de création personnelle, à la fois patient et passionné. L'esthétique contemporaine va aussi à l'encontre de la conception romantique du génie créateur. Le ludique, le recyclage, le collage, le ready-made et tout ce qui relève de l'intratextualité rappelle que le processus de création artistique et littéraire s'ancre dans un déjà vu, un déjà lu et un déjà écrit. L'original n'existe que par rapport à un préexistant qui en relativise nécessairement la portée. On comprend alors que le droit de l'auteur, comme toute autre forme de droit, ne s'exerce que de manière relative selon les limites imposées par le droit de l'autre. Cette nature relative de la propriété intellectuelle et artistique l'apparaît encore davantage au regard de son histoire. La pratique légitime de la copie à certaines époques, ainsi que le combat ardu des écrivains pour faire reconnaître leur œuvre comme leur propriété, incitent à s'interroger sur la notion de chef-d'œuvre. Les travaux universitaires de bon ou de mauvais aloi représentent en une mine de documentation sous forme d'exemplaires publiés en un petit nombre ou simplement alignés sur les rayons oubliés d'une bibliothèque universitaire. Or, nombre d'écrivains, d'un certain renom même, n'hésitent pas à épuiser grossièrement. Les chercheurs de l'ombre ne sont-ils pas d'honorables besogneux, trop heureux de voir leur travail ainsi exhibé et enfin mis au jour par de talentueux écrivains en manque de temps et d'inspiration. Autre manne inespérée pour les écrivains imposteurs, les manuscrits refusés par les maisons d'édition. On peut suspecter qu'ils servent à fournir un matériau de base à de futurs best-sellers. Une idée d'intrigue, un profil de personnage, une scène originale. Se pose donc la question cruciale, totalement taboue, du détournement des manuscrits en échec de publication. Le texte est un creuset où viennent se fondre dans une mystérieuse alchimie des éléments d'origine diversifiés. La filiation entre un auteur et son œuvre se révèle plus opaque que ne laisserait penser le mirage du grand écrivain. Le texte est constitué de tous les textes portant les signatures quelquefois trompeuses de ceux qui s'en revendiquent les auteurs. Comme chacun est prompt à se réclamer le propriétaire d'une partie de la grande bibliothèque universelle, la réglementation juridique a pour vocation de délimiter le territoire de chacun. Un sort particulier est réservé à chacun selon la nature de son intervention dans le domaine de la propriété littéraire. La notion d'auteur peut du même coup apparaître comme une pure fiction juridique destinée à mettre de l'ordre dans la vaste prolifération textuelle. Parviendrons-nous finalement
à cerner de plus près la nature fluctuante de ce qu'il est convenu de nommer un auteur. Voilà. Alors, Plagiat, donc, les coulisses de l'écriture de Hélène Morel-Indard est édité aux éditions de la Différence, pardon. Vous pouvez commander le livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été édité en 2007, hein. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Métro Robert Comte, fille du Calvaire ou République. Téléphone 01 48 05 34 08, 01 48 05 34 08, et site internet après les W, librairie-publico.com. Non, c'est un sujet vraiment important pour les créateurs, la création, parce que, enfin, comme tu le disais, Jean, tout à l'heure, hors micro, au bistrot, on devrait considérer la recréation comme une création. Mais c'est une recréation, parce que, évidemment, et elle le met bien en évidence dans cet extrait que tu as choisi, c'est que on s'inspire tous, consciemment ou inconsciemment, mais je pense qu'il faut pas être focus, c'est plutôt consciemment qu'inconsciemment, de ce qui était produit avant nous, et on puise allègrement dedans, que ce soit dans les arts plastiques, dans la littérature, dans la musique, enfin bon. On a des exemples, parce que comme une radio, c'est difficile de vous donner des exemples d'images, de peinture ou de sculpture, ou toutes ces choses-là, mais la musique, c'est assez quand même, sauf que les œuvres pompées sont pas toujours de la même qualité que les créations originales. Oui. Des fois, il peut aussi arriver qu'elles soient meilleures. Bien sûr, oui. On le verra un peu plus loin. Tout à fait. Bon, écoute, de toute façon, on va faire comme Hélène Morel-Indard, hein, on va pas prononcer de jugement hâtif, c'est quelque chose de, voilà. Simplement, le conseil qu'on peut donner, mais on y reviendra, pompez tout ce que vous voulez, mais créditez, voilà, les auteurs de l'œuvre dont vous êtes inspirés, quoi. C'est la moindre des choses. Ouais, tout à fait, c'est le truc de la licence libre. C'est le credo de la licence libre. Exactement. Vous pouvez recréer à partir de l'œuvre existante à condition de donner vos sources, quoi. Voilà. Absolument. Bon. C'était She's So Fine, une chanson de 1962 de Chiffons. Et maintenant, ça va être My Sweet Love de George Harrison, une chanson de 1970.
une vraie recréation là. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait, oui, bien sûr. On se souvient tous de cette musique, on l'a dans la tête, l'autre, mais difficile de s'en souvenir. Oui, elle est ressortie un peu quand même au moment parce que c'est une vraie recréation, mais il y a eu un procès. Là, je pense que tu es quand même d'accord avec moi pour dire que la deuxième version est plus réussie que voilà. Enfin, je pense que l'impact a été tellement énorme qu'on ne peut pas dire que inoubliable. Mais enfin bon, il y a quand même eu un procès avec un résultat qui, je crois, ne s'était jamais vu auparavant dans ce type de procès, et puis qui n'a pas fait jurisprudence, c'est que George Harrison a été relaxé pour plagiat inconscient. Et alors, un journaliste qui lui demandait à la sortie du tribunal ce qu'il en pensait, John Lennon a dit « Je suis très heureux pour lui, on est venu là pour le soutenir et tout, mais cet enfoiré aurait quand même pu changer 3 ou 4 notes. » Voilà. Et puis maintenant, on va raconter notre première histoire de plagiat. C'est un plagiat littéraire qui est d'ailleurs aussi raconté par Hélène Morel-Indard dans son bouquin donc Plagiat, les coulisses de l'écriture. C'est Henri Troyat contre Pouchin et Sabourin, et ça concerne Juliette Drouet ou la dépaysée. Voilà, et c'est Piquécou qui va nous raconter cette histoire. En 1942, Henri Troyat publie chez Plon Le Mort saisit le vif, un beau roman sur la fatalité de l'aliénation par le plagiat. Dans le livre, Suzanne, veuve du grand écrivain Georges Gallard, propose à son amant, Jacques Sorbier, de publier sous son nom le manuscrit de son défunt mari, pour éviter d'avoir à partager les droits avec le reste de la famille. Après quelques hésitations, Jacques accepte. Mais le roman obtient le prix Maupassant, ainsi qu'un grand succès public. Pour mériter cette gloire, il décide d'écrire un second livre de sa propre main. Mais celui-ci n'est même pas jugé publiable par l'éditeur. Jacques bascule alors dans une sorte de délire, où il se sent progressivement envahi par Georges, jusqu'à s'habiller avec ses vêtements. Peu à peu, il perd inexorablement son identité. C'est clair, dans ce roman pour Henri Troyat, le plagiat ne paie pas. Le talent est identifiable par des éditeurs et un public qui ne s'y trompe pas. Aucune tricherie n'est possible. Pourtant, en 2003, c'est bien lui qui est condamné pour contrefaçon d'une biographie de Juliette Drouet, la fameuse Juju de Totò Hugo. En 2000, en première instance, le juge avait d'abord estimé que les quelques emprunts étaient, entre guillemets, d'un apport non essentiel à l'ouvrage d'Henri Troyat. Fermez les guillemets. Gérard Pouchin et Robert Sabourin, les plaignants auteurs de la biographie Juliette Drouet ou la dépaysée, publiée en 1992 chez Fayard, furent déboutés de leur plainte pour contrefaçon et durent même payer 2300 € à Henri Troyat et 1500 à son éditeur Flammarion. Mais ils ne se découragèrent pas pour autant et se décidèrent à faire appel. Les deux chercheurs voulaient à tout prix faire reconnaître que la biographie publiée 5 ans après la leur n'était qu'un piratage de leur propre travail. 5 années pour dépouiller notamment 17 000 lettres à la Bibliothèque nationale, dont plusieurs inédites, et mettre en fiche 70 000 journaux d'époque. Ils considéraient même la mauvaise foi de Troyat comme une circonstance aggravante. Il ne s'agit pas d'un plagiat habituel, mais d'un travail de couture, d'un jeu qui consiste à brouiller les pistes. On pourrait en faire une grammaire du plagiat, tout y est, synonymie traditionnelle, changement d'énonciation, mimétisme, chiasme. Il a mis son stylo dans le mouvement de nos lettres. À la surprise générale, le colosse de la littérature s'effondra devant la cour d'appel qui ordonna le retrait de la vente de son ouvrage, avec 150 € par infraction constatée, interdit de poursuivre sa fabrication, son exploitation et sa commercialisation, et le condamna à 30 000 € de dommages et intérêts pour préjudice économique, à 15 000 € de dommages et intérêts pour atteinte au droit moral, à 7 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et autorisa les plagiés à insérer le jugement dans 3 journaux, chaque insertion ne devant pas excéder 3 000 €. Henri Troyat déposa peu de temps après sa condamnation un pourvoi en cassation, mais se désista curieusement la veille de l'examen en pourvoi. Sur Radio Libertaire, toujours, mon Jean, tu as quelque chose à ajouter Oui, parce que là, on arrive dans un cas quand même extrême, hein, enfin, à mon sens, c'est-à-dire que le livre d'Henri Troyat, qui ne faisait que quelques emprunts à l'auteur de Pouchin et Sabourin, a été retiré de la vente. Là, j'ai du mal à être d'accord avec ça, surtout que je trouve que si ce livre avait été diffusé,
Enfin, j'imagine que c'était pas un problème pour lui de payer ces sommes-là, mais c'est vrai que on aurait pu considérer que ces sommes-là pouvaient aussi échoir aux auteurs de la biographie originale. Enfin, il y a quelque chose là qui me paraît curieux, moi, dans le jugement, mais bon, voilà, il y avait certainement mieux à faire. Bon. C'est tout. Bien, mon Jean. T'as bien le droit de remonter les bretelles de notre justice. Surtout avec ce qu'elle nous concocte assez régulièrement. Là, vous venez d'écouter un extrait de The Last Time des Rolling Stones. Et ensuite, on va poursuivre par Bittersweet Symphony de The Verve.
Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille 127e, Piquet-Cou à la régie, Jean à l'instruction publique et à l'initiative de cette émission sur le plagiat, qui va nous expliquer un petit peu de quoi il retourne à propos de cette constée de procès qu'ont fait les Rolling Stones à The Verve. Voilà, et qui concerne donc les deux chansons qu'on vient d'écouter, hein, et c'est une histoire assez cruelle, hein, vous allez voir, parce qu'en fait, Bittersweet Symphony, là, donc qu'on vient juste d'écouter, là, c'est la deuxième chanson, hein, qui signifie Bittersweet Symphony, qui signifie symphonie douce amère, hein, est une chanson donc d'un groupe britannique jusqu'alors inconnu ou pratiquement inconnu, hein, The Verve. Elle est tirée en fait de leur troisième album. Jusque-là, les autres étaient restés très confidentiels, hein. Urban Hymns. J'aurais préféré que ce soit Piquet-Cou qui nous fasse les titres en anglais, mais c'est pas grave. Allez. Elle est sortie donc le 16 juin 1997 comme premier single de cet album, hein, et a atteint assez rapidement, hein, la deuxième position sur le UK Singles Chart. Cette chanson a permis au groupe, hein, de se mettre au devant de la scène internationale. Quand je dis a permis au groupe de se mettre, j'aurais pu dire de se mettre enfin, parce que je pense qu'ils attendaient ça pas mal de ce groupe, quand même extrêmement talentueux, mais on y reviendra. Donc au devant de la scène internationale, la chanson ayant été chartée dans le top 20 d'une vingtaine de pays, hein. Simultanément, voilà. Elle a de plus largement contribué au succès de l'album, hein, dont elle est issue, puisqu'il a été numéro 1 dans plusieurs pays, hein, détenteur aussi de 25 disques de platine à travers le monde entier. À noter aussi que la chanson a été classée 10e meilleure chanson britannique de tous les temps, ce qui n'est pas le cas de celle des Stones, par XFM en 2010. Voilà. Alors, bien que les paroles, et là je vais vous expliquer ça après, bien que les paroles de la chanson aient été écrites donc par le chanteur du groupe The Verve, qui s'appelle Richard Ashcroft, Bittersweet Symphony a été crédité également aux musiciens des Rolling Stones, Keith Richards et Mick Jagger, après un long procès surmédiatisé, hein, accusant The Verve d'avoir copié le thème d'une chanson de 1965 des Rolling Stones, The Last Time, donc celle qu'on a écoutée auparavant. Voilà. Et là où ça devient vraiment cruel, pour ne pas dire, on a dit qu'on ne jugeait pas, hein. Enfin là, c'est quand même... On peut éprouver des sentiments. On peut éprouver des sentiments, hein. Un anarchiste qui serait pas un peu sentimental, ça n'existe pas. Ce serait un communiste. Non, je déconne. Oui, bon. Voilà. Stalinien de surcroît. Voilà, là où ça devient cruel, c'est qu'à l'origine, The Verve avait négocié une licence pour utiliser un échantillon de l'enregistrement des Stones, hein. Mais le groupe a été accusé d'avoir abusé de cet échantillon. Parce qu'effectivement, le jingle, un peu là, le leitmotiv de leur chanson, bon, c'est voilà, ça dure. C'est sûr qu'ils l'utilisent pas mal, hein, mais bon. Ainsi, Abco, je sais pas comment on peut dire ça, Records, un possesseur du catalogue des Stones, a lancé une poursuite, peut-être motivée par le succès commercial du single. Qui sait, hein, Robert, c'est possible. Non, mais Jean, voilà. L'affaire a finalement été réglée, et c'est là que c'est terrible, par la mise à mort du groupe The Verve, des gens qui avaient énormément de talent, dont on peut se demander aujourd'hui, hein, on en parlait tout à l'heure, ce qu'ils auraient commis par la suite, quoi. Donc, la totalité, en fait, des droits d'auteur de la chanson revenant à Abco, et les crédits d'écriture à Ashcroft, Jagger et Richards. On nous a dit que ça allait être une répartition 50-50, puis ils ont vu le succès que l'on tirait de cette chanson, raconte Simon Jones, le guitariste du groupe. Ils ont téléphoné et ont dit « Nous voulons 100% ou nous faisons sortir l'album et le single des magasins. Vous n'avez pas beaucoup de choix. » Voilà. Alors, Bittersweet Symphony, là, on est toujours dans la cruauté, hein. Bittersweet Symphony a même été ensuite utilisé plusieurs fois, plus tard, hein, contre la volonté du groupe pour des publicités, qui sont donc, dont les dividendes évidemment sont tombés dans la bourse des Stones, hein, qui n'en ont jamais assez apparemment.
Celui-ci, le groupe donc était parfaitement impuissant, hein, les droits étant en possession de Hapcourt Records, comme on l'a dit. Hein. Nike, par exemple, l'a utilisé ainsi que Opel, ce qui a poussé donc le chanteur hein, Richard Ashcroft à déclarer sur scène en mai 1998 « N'achetez pas leur putain de bagnole, c'est vraiment de la merde ». Ouais, bon. Lessivé par le procès, voilà, l'histoire se finit mal, hein, lessivé par le procès et aussi des problèmes personnels, mais enfin, tout est quand même un petit peu parti de là, hein. The Verve s'est séparé 1 an après le succès, donc, de Bittersweet Symphony. 9 ans plus tard, le groupe a tenté quand même une reformation, hein, marquée par la sortie d'un nouvel album assez remarquable, mais ses membres se sont séparés définitivement au bout de quelques mois. Je crois qu'ils avaient entamé une tournée, puis qu'ils ont arrêté, voilà. Bon, si vous voulez en savoir plus, en tout cas, sur toutes ces histoires de plagiat, et je mets ça entre guillemets, plagiat ou recréation, puisque là, pour moi, il s'agit d'une recréation, complètement, hein. C'est juste quelques notes qui sont utilisées. Ouais. Bon, ceci dit, elles sont utilisées de façon récurrente, hein. On le nie pas, mais ils avaient payé les droits, ils avaient acquis les droits, hein. C'est terrible, hein. Et là, il y a bien une justice à 2 vitesses, selon que vous soyez puissant ou misérable, hein, ça. Tout à fait. Voilà. Donc, toutes ces histoires, vous pourrez trouver des liens hein, sur http://arracaille.blogspot.com. Voilà, Robert. Merci, mon Jean. C'était Petula Clark qui interprétait My Love, une chanson de 1965. Et on va poursuivre avec Serge Lamaque qui va interpréter C'est toujours comme ça la première fois, une chanson de 1969.
Oui, alors là, on a un cas qui est quand même assez étonnant parce qu'en fait, c'est pompé comme c'est pas permis. Hein, il y a, comme Piquet vous l'a dit, il y a 4 ans de différence entre les deux chansons et les auteurs de la chanson de Petula Clark n'ont jamais été crédités. Pour celle de Serge Lama, c'est-à-dire que quand on acquiert cette chanson, là c'est toujours comme ça la première fois, on peut toujours la trouver, ils ne sont toujours pas crédités. Alors il y a forcément eu, c'est impossible vu le succès de la chanson de Serge Lama, il y a forcément eu quelque chose qui s'est réglé en catimini, sans doute de producteur à producteur, ou enfin je sais, un truc comme ça, ça s'est réglé certainement à l'amiable et de manière dissimulée. En tout cas, ils sont toujours pas crédités les auteurs donc de la chanson My Love ne sont toujours pas crédités sur C'est toujours comme ça la première fois. C'est assez étonnant. Hein, mais... Ouais, c'est étonnant. Voilà. Et puis maintenant, on va, pour finir avec nos histoires de plagiat, on va aborder une histoire de plagiat pictural à double titre, puisque c'est à la fois, ça concerne à la fois le cinéma et la littérature, et puis aussi la peinture, puisqu'il s'agit de Séraphine de Senlis, hein, avec le procès Alain Vircondelet contre TS Productions, et c'est Robert qui va nous raconter cette histoire. Qui s'y colle. Séraphine de Senlis, peintre au destin tragique, a fait l'objet d'un film récompensé en 2009 de 7 Césars, dont celui du meilleur scénario original. Pourtant, Alain Vircondelet, auteur d'une biographie de Séraphine publiée aux éditions Albin Michel en 1986, a obtenu la condamnation pour contrefaçon de l'auteur du scénario et de la société TS Productions. Le 26 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a en effet condamné le scénariste et la société de production à payer à l'auteur de la biographie 25 000 € en réparation de l'atteinte portée au droit moral, le nom de Vircondelet n'apparaissant nulle part dans le générique du film, et à l'éditeur la même somme en réparation de l'atteinte aux droits patrimoniaux. Les droits du livre n'ayant pas été rachetés par la réalisation du film, et pour sa réalisation aussi. Précisons en revanche que le film ne fait l'objet d'aucune mesure d'interdiction, contrairement à ce que Jean... Ça, c'est primordial. Hein. Enfin, à mon sens, et je pense que vous en serez d'accord aussi. Ça, c'est pas conclu comme avec Troya. Les juges devaient en priorité se demander si la biographie d'Alain Vircondelet était originale, donc protégeable par le code de la propriété intellectuelle. En effet, les défenseurs n'ont pas manqué de faire valoir que le livre se contentait de raconter la vie de Séraphine de Senlis, en reprenant des faits historiques qui seraient donc dans le domaine public. Autre argument de la défense pour montrer la banalité de l'œuvre de Vircondelet, et par conséquence son caractère non protégeable. Le biographe aurait puisé dans plusieurs ouvrages antérieurs aux siens, sans y ajouter de plus-value personnelle. Sur ce premier point décisif, le tribunal de grande instance a argumenté en faveur de l'originalité de l'œuvre de Vircondelet. Avec en petit 1, le récit qui décrit des faits historiques en soi non protégeables révèle au public des événements auparavant restés dans l'ombre. L'auteur affirme ainsi son originalité par son imagination créatrice. De plus, le récit traite ces faits historiques d'une manière propre à son auteur, selon une approche personnelle ou littéraire avec laquelle il les retranscrit ou les commente. En petit 2, les sources antérieures évoquées auxquelles aurait puisé à la fois le biographe et le scénariste n'ont en fait qu'ébauché certaines situations et traits psychologiques qui relèvent donc de la créativité d'Alain Vircondelet. Troisième petit 3, bref. Une thèse d'une certaine Madame Cloarec sur Séraphine date de la même année que celle de Monsieur Vircondelet. Cependant, elle n'a été disponible en bibliothèque qu'en 1997. L'antériorité ne peut donc être alléguée. Concernant la contrefaçon elle-même, les demandeurs avaient relevé 35 emprunts. Le tribunal en a retenu un quart, soit 9. N'ont pas été retenues des reprises d'éléments jugés banals, imposés par la situation le sujet, relevant du fait historique ou présent dans des sources antérieures.
Ouais, je pense que c'est vachement équilibré comme jugement. Ouais, Il y a quelque chose. Ouais. C'est très bien. Les sommes sont tout à fait. Elles y sont les sommes, oui. Oui. On l'a dit au début, tu l'as raconté au début. Je trouve ça très très mesuré. Enfin, tout est mesuré dans ce jugement. Je le trouve assez exemplaire, moi. Bon, d'ailleurs, je crois pas qu'il y ait eu d'appel sur ce jugement, mais il faudrait vérifier quand même. Bon, voilà, là, ça me paraît exemplaire, et surtout, ce qui me paraît essentiel, c'est que le film, effectivement, la vie du film n'est pas terminée. C'est très important, parce que c'est quand même aussi une œuvre originale, malgré quelques emprunts. Tout à fait. Ce qui est déplorable, c'est que je pense que le cinéma est assez, comment dirais-je, j'ai comme l'impression qu'il utilise beaucoup d'écrits ou il tire ses sources, enfin ses scénarios originaux de choses qui ont été faites avant, et qu'il se comporte d'une manière un peu cavalière. Oui, surtout dans la mesure où il génère suffisamment de bénéfices pour vraiment créditer tout le monde et aider à vivre les gens qui, voilà, la biographie de Vire Condelet, je ne sais pas combien ça lui a rapporté, mais c'est un travail énorme, comme on l'a vu. Bon. Pour le cinéma, quand on connaît les budgets du cinéma. Ah non, mais tu vois, bon, c'est normal qu'il se soit mis en colère, voilà. Mais je trouve bien que malgré tout ça, le jugement était aussi mesuré, quoi. Ah, voilà. Bien sûr. Bon, et voilà, ça c'était donc le travail de notre Jean, faut bien insister là-dessus. C'est lui qui a préparé tout ça, et c'est un sacré boulot. Bien, on n'a plus de... Non, on va se repasser... des petites zik, et puis ensuite tu attaqueras peut-être les petites annonces d'accord. Les annonces d'Agnès. Alors on va écouter trois morceaux de Chuck Berry, respectivement de 1956, 57 et 58. Le premier s'appelle Roll Over Beethoven, le second Rock and Roll Music et le dernier Sweet Little Sixteen. Le second,
Le dernier morceau. They're really rocking and roll. C'est un cas particulier, puisqu'on peut parler quand même d'auto-plagiat. Chuck Berry n'a jamais crédité Chuck Berry. Non. Un scandale, hein. Donc la première datait de 56, la seconde de 57, de 58. Mais bon, il n'a pas hésité, puisque tout à l'heure on va en écouter une autre de 58, donc qui est pompée sur les trois précédentes, tu vois. Donc la même année, il pouvait aussi en sortir deux. Vous allez voir qu'entre Johnny B. Good et Sweet Little 16, il y a aussi des ressemblances. Voilà, je te laisse avec les annonces d'Agnès, mon cher Robert. Oui, les annonces d'Agnès. Non, mais moi, je voudrais que tu parles aussi des expos. Parce que on aura le temps. Alors, les expos d'Agnès, merci Agnès. Je t'ai pas répondu, mais j'ai par contre imprimé tes annonces. Alors, candidature à la Casa d'Oro est une résidence de création installée en Ariège, au Mas d'Asile. Les artistes sélectionnés en comité de pilotage sont accueillis 3 mois à Casa Oro. Ils bénéficient d'un studio aménagé, d'un atelier, d'une bourse de séjour de 900 € par mois en 3 mois. Vous multipliez, ça fait 2007. Aide aux matériaux, 2000 €, 4007. Charte de communication, catalogue en fin d'année des résidences. Parmi les autres artistes, exposition des œuvres réalisées pendant la résidence durant la dernière semaine. Les candidatures peuvent être envoyées toute l'année à l'adresse suivante. Je dis bien toute l'année, ça c'est rare, hein. Mais je trouve que c'est vraiment intelligent. À la Casa d'Oro, c'est C-A-Z-A, plus loin, D''O, Centre international de recherche, de création et de diffusion d'art contemporain, résidence d'artistes, 15 rue du Temple, 09 290, le Mas d'Asile. Téléphone et fax, 05 34 01 18 83. Mais vous retrouvez tout ça sur le blog, Jean, ou pas? Mais bien sûr. Ouais, mais bien sûr, Jean. Non, parce que Jean, si on l'avait pas. Cette émission, cette émission serait une crêpe. Bon. Alors, la ville de Rouen lance un appel à projet portant sur la conception d'études relatives aux aménagements possibles et impossibles de la ville de Rouen. Il s'adresse aux artistes plasticiens, aux réalisateurs, aux designers, aux architectes et aux urbanistes. Le contexte, en janvier 2011, la ville de Rouen a initié, en partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Rouen, magnifique le musée des Beaux-Arts de Rouen, un ancien ossuaire, c'est magnifique. La Drague de Haute-Normandie, l'école supérieure d'art et de design du Havre. Alors, je passe sur le reste, qui n'a aucun intérêt pour vous, qui voulez être candidat. Bon, il s'agit évidemment de mettre en commun regard, réflexion et expérience afin d'esquisser une démarche pertinente dans le contexte roannais d'aujourd'hui. Comprenne qui pourra, mais bon, vous pouvez de toute façon envoyer vos candidatures http://rouen.fr/site/default/fil/appel projet Revers Rouen 2011
PDF. Oui, enfin bon, je comprends pas grand-chose à ces choses-là, mais comme ce sera sur le blog, ça c'est pour vous mettre l'eau à la bouche et vous inciter à aller sur le blog si vous avez envie de participer. Et la troisième appel, c'est un abri mémoire, appel à résidence 2012, illustration de bande dessinée. C'est la communauté de communes de Cernay et environ dans le Haut-Rhin a réhabilité un ancien abri sanitaire de la Grande Guerre. Que c'est gai tout ça. L'abri mémoire pour en faire un équipement culturel polyvalent, à la fois muséal, centre de ressources et initiateur ou accompagnateur d'activités culturelles, pédagogiques et artistiques autour du champ de bataille. Alors, c'est imprononçable, j'essaye pas, même pas, parce que bon, le champ de bataille, vous trouvez ça sur le blog, c'est vraiment imprononçable, mais gens qui a une compagne alsacienne, tu pourras peut-être le lire, non? Je vais te le passer. Du patrimoine de mémoire, de la citoyenneté et de la paix. Si tu peux lire ça? Non, c'est ce genre d'humour, Robert, je trouve déplacé. Pourquoi? Enfin, tu sais très bien les efforts que je fais pour cette émission. Ah non, mais je pensais que tu puisses ainsi te moquer de moi, à la limite de... Ah non, mais bon, alors j'ai rien dit. C'est à la limite de la faute. Cette résidence d'artistes, je me suis fait un ami. Cette résidence d'artistes dans l'abri mémoire offre aux artistes, je crois que je vais y aller, c'est un bunker, offre aux artistes un espace de travail et de création. Ça c'est vraiment une réflexion de Lorrain, tu vois, mais enfin bon. La guerre est pas finie. C'est la guerre des régions pour reconstituer le travail de mémoire et de paix à travers un discours artistique contemporain pour mieux souligner l'universalité. Voyez c'est encore un gros baratin. L'aspect binational ou transbelligérant, mon cher Jean, Alsace contre Lorraine, avec comme médium l'illustration de bande dessinée. Et voilà. Alors les dates, c'est 5 décembre 2011, cachez de la post-photographe pour envoyer vos candidatures. Et je vous passe le reste, vous verrez ça sur le blog pour les adresses, etc. Parce que je mettrai tous les liens parce qu'ils ont souvent il y a de toute façon des sites ou des blogs qui reprennent. Donc il y aura tous les liens sur notre blog http://arakai.blogspot.com. Et puis alors 2 expositions. La première c'est Diane Airbus au musée du jeu de paume, place de la Concorde dans le 8e arrondissement de Paris. Ça, vous avez un peu de temps, c'est jusqu'au 5 février 2012. On peut dire qu'elle a révolutionné l'art de la photographie. Son approche a donné naissance à une œuvre souvent choquante par sa pureté. Aujourd'hui encore, je ne sais pas, nous on a été traumatisés par ces photos, mais bon, c'était dans des temps reculés, on va dire. Par cette choquante par sa pureté, mais aussi par cette inébranlable célébration des choses telles qu'elles sont, on peut dire ça, par sa capacité à rendre étrange ce que nous considérons comme extrêmement familier, mais aussi à dévoiler le familier à l'intérieur de l'exotique. La photographe a ouvert de nouvelles perspectives à la compréhension, bien sûr, que nous avons de nous-mêmes. Avec plus de 200 clichés, cette première rétrospective en France, il faut le noter, permet de découvrir l'étendue d'un talent parfaitement original dans l'univers de la photographie. Il y en a d'autres, mais celui-là, c'est quelque chose. Et puis, puisqu'on parle des univers originaux, Martine Franck, c'est pas aussi scotchant que Diane Airbus, mais enfin c'est pas mal non plus, venu d'ailleurs, peintre et sculpteur à Paris depuis 1945. Ça, c'est à la Maison de la Photographie, 5-7 rue de Fourcy, dans le 4e arrondissement de Paris, et ça, c'est valable jusqu'au 8 janvier 2012. Membre de l'agence Magnum et présidente de la fondation Henri Cartier-Bresson, Martine Franck a débuté en 1965 une série de portraits d'artistes consacrés à des artistes venus d'ailleurs, comme le dit le titre le sous-titre plutôt de l'exposition, et installée à Paris depuis 1945. L'exposition regroupe plus de 60 tirages de ces photographies de peintres et de sculpteurs dans leur atelier, de Pierre Alechinsky à Zhao Wuki. Voilà, l'ensemble révèle la vitalité de la scène artistique française et l'attrait que représente toujours Paris pour les artistes. Enfin, c'était quand même un peu plus vrai en 1945 qu'en 2011. Mais voilà, on peut en discuter. Bon. Et puis, je ne sais pas si tu as encore des choses à dire. Moi, je voulais juste préciser qu'on allait se quitter sur une note optimiste, on va dire, une note musicale optimiste, mais
Piquet-Coup nous donnera les titres, je ne résiste pas à ce plaisir. Piquet-Coup nous donnera les titres, mais je précise donc qu'il y a que c'est la recréation en fait idéale. C'est-à-dire que Peter Tosh a pris un standard du rock'n'roll. Il a donc payé intégralement, il a acheté les droits complets de cette chanson, hein, et il en a fait quelque chose de complètement différent, qui est devenu un standard du reggae. Voilà. Alors évidemment, dans l'idéal, c'est toujours ça qu'il faudrait faire. Hein. Voilà. Vous payez, vous créditez, vous payez, et vous faites une création qui dépasse pas forcément l'original. Je me permets pas sur cet exemple de dire ça, mais qui est un nouveau standard. Voilà. D'accord. Donc là, nous allons écouter Johnny B. Good de 1958 par Chuck Berry, et dans la foulée, Johnny B. Good par Peter Tosh en 1983. Maintenant Peter Tosh. C'était donc sur Radio Libertaire. Jean vous a expliqué ce qui se passait à propos de cette musique. Tu veux ajouter quelque chose, Jean ? Oh non, je pense que c'est bon. Tout le monde aura compris, non ? Personnellement, je préfère la version reggae que la version de Chuck Berry. Oui, mais ça, si tu veux, c'est... Elle est un peu plus simpliste, celle de Chuck Berry, quand même. Mais voilà. Ouais. Bien, on va vous faire les annonces de la FA, comme tous les mardis. Je vais essayer de vous la faire courte. Donc 3 œuvres, Radio Libertaire, Caracaille utilise pour pouvoir s'exprimer. Publico, qui vend des livres, une librairie militante, et le magazine de la Fédération anarchiste, Le Monde Libertaire. Et toutes ces œuvres n'ont aucune publicité, aucune pour vivre. Enfin, elles vivent parce que il y a des gens comme vous, les auditeurs, qui les aidaient, ou comme vous, les lecteurs.
ou comme vous, auditeurs et lecteurs, parce que pour Publico et pour le Monde Libertaire, ce sont des lecteurs. On a besoin de vous, mais c'est pas ponctuellement, c'est toujours, pour vous rassurer. Et pour la radio, il y a une carte d'auditeur que vous pouvez trouver à la libraire Publico, dont j'en vous rappelle l'adresse chaque mardi à plusieurs reprises. Et moi, les stations de métro. Et là, cette carte d'auditeur, 20 €, et c'est une manière pour soutenir la radio, enfin si vous voulez en tout cas qu'elle continue à émettre, et aussi une souscription, mais là vous pouvez voir tout ça à la librairie Publico, 145 rue Amelot, où cette librairie qui elle aussi a besoin d'une fréquentation de lecteurs pour pouvoir continuer à exister, parce qu'elle est comme toutes les librairies, et particulièrement les librairies un peu militantes, elle est toujours sur le fil du rasoir, prête à se casser la gueule si il y a un défaut de lecteur et de visiteur de ce lieu assez emblématique. Et puis le magazine, dont je vous ai lu un édito aujourd'hui, et le Monde Libertaire, pareil, ça serait bien que vous vous abonniez. On a déjà des abonnés, mais plus on en aura, mieux ce sera. Ça nous tranquillisera un peu. Et qui paraît donc tous les mardis avec des textes vraiment. C'est pas une revue d'actualité, c'est pas un magazine d'actualité. Hein. On va pas se bagarrer avec l'info permanente sur les radios, les télés, etc. Quoi. C'est un peu des textes qui peuvent se lire même un mois après, hein, pour la plupart, avec des cartoons aussi qui sont un petit peu, qui bougent un peu, voilà. Radio Le Monde Libertaire, en kiosque aussi, et à la librairie Publico, un dépôt de presse. Voilà, j'ai fait mon petit business pour les œuvres de l'AFA. Si vous voulez donc que ça continue à fonctionner, on vous invite à écouter déjà la radio, à passer à Publico pour prendre la carte d'auditeur et la souscription, et le Monde Libertaire pour vous y abonner. Salut! Voilà, et puisque tu en étais au rappel, on va redonner le titre de ce livre qui nous a servi un petit peu de... qui nous a servi un petit peu de fil, qui nous a pas servi un petit peu, qui nous a servi de fil conducteur pour cette émission. C'est donc Plagiat, les coulisses de l'écriture par Hélène Moret-Lindart. Et je rappelle que cet essai a été publié en 2007 aux éditions de La Différence et qu'on peut le commander à la librairie Publico. Oui, voilà. Bien sûr. Et même les éditions de La Différence, si pour une raison ou pour une autre, vous voulez être informé sur leur catalogue, qui est vraiment un catalogue assez intéressant, même très intéressant, sur les livres consacrés à l'art, vous pouvez évidemment suffit de taper sur le net les éditions La Différence et vous aurez... je peux même redonner l'adresse de mémoire. Ouais, tout à fait. Après les W, non. La Différence, sans accent, bien sûr, jamais d'accent Internet, sinon on part dans les limbes, donc après les W, ladifférence.fr. Voilà, c'est tout simple. Et vous ne serez pas déçus, là encore, du voyage, je vous assure. Voilà, on va se dire au revoir, mais on va attendre que notre auditeur préféré ait lâché notre technicienne, parce que... Oui, parce que là, c'est mal barré. Voilà, au téléphone, pour qu'elle puisse lancer la ZIC, hein. Tu peux lancer la ZIC, camarade. Je vais vous laisser parce qu'on... Allez. Voilà, il va la lancer. Salut à tous et merci à cet auditeur. Voilà, salut à tous, à la semaine prochaine. Au revoir.